Après, sur la question de la géopolitique et de la responsabilité des entreprises, il y a un deuxième effet aussi à prendre en compte et qui est peut-être dont les tenants et les aboutissants sont peut-être moins bien compris et connus à la fois des décideurs publics et des entreprises. C'est le lien entre tout ça. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est un énorme scandale qui éclate aux États-Unis au début des années 70, où des journalistes mettent en évidence que l'entreprise d'armement Lockheed Martin est mouillée dans un certain nombre d'affaires de corruption. C'est plusieurs dizaines de pays et de décideurs dans ces pays qui ont été approchés et qui ont reçu des pots de vin de cette entreprise. Ça fait un scandale phénoménal aux États-Unis. Le Congrès américain vote le fameux FCPA, la loi de lutte contre la corruption. Donc jusque-là, tout va bien et ça se passe très souvent comme ça, ces affaires de responsabilité. C'est un scandale qui oblige, on l'a vu pour le financement des partis politiques en France, c'est un scandale qui oblige les autorités à prendre des mesures. Simplement, les entreprises américaines, dès la fin des années 70, commencent à s'affoler des distorsions de concurrence que cette loi fait peser sur elles par rapport à leurs concurrents, puisqu'elles sont tenues de ne pas officiellement verser de pots de vin, alors même que ces pots de vin font partie des négociations commerciales dans la plupart des pays, qui les déduisent d'ailleurs, en France c'était le cas jusqu'au début des années 2000, qui les déduisent d'ailleurs de leurs bénéfices et donc ne paient pas d'impôts ou ont des déductions d'impôts grâce à Oui, cela. on allait négocier à Bercy le montant de ce que l'on pouvait Tout à fait. mettre... Et tout ça jusqu'au début des années 2000, alors que je vous parle du FCPA qui a été adopté aux États-Unis en 1976. Donc les Américains instrumentalisent en fait leur pouvoir et leurs entreprises pour faire monter en puissance à la fois des ONG sur ces questions de lutte contre la corruption et un texte, la convention de l'OCDE de lutte contre la corruption à l'OCDE. Donc ça, c'est la fin des années 80, les années 90. Et une fois que cette problématique est devenue une problématique société civile portée par des ONG et par une organisation internationale, il pousse l'ensemble des pays, en tout cas des pays développés membres de l'OCDE, à les suivre sur cette voie. Tous les pays adoptent une législation de lutte contre la corruption, pensant que ça satisferait les États-Unis et qu'on s'arrêterait là. Et puis on s'aperçoit que rien ne bouge, il y a très peu d'entreprises qui sont poursuivies, hormis aux États-Unis. Donc là, les Américains développent l'extraterritorialité du FCPA et se permettent de poursuivre des entreprises étrangères. Vous avancez des raisons. Vous dites, par exemple, la justice américaine fait le travail que notre justice ne fait pas. Alors, sur les cas de lutte contre la corruption, on a, c'est vrai, à admettre une faiblesse du côté français et du côté européen en général. Nous avons tous signé une charte dite de l'OCDE de lutte contre la corruption. La réalité, c'est qu'il n'y avait qu'un seul pays qui faisait le boulot jusqu'à présent, c'était les États-Unis. La loi Sapin 2, celle qui est adoptée par la France, va permettre de calquer sur des amendements que nous avons portés, moi et Pierre Lelouch, de manière assez... on était un peu isolés sur ce coup-là, va permettre de porter un mécanisme parallèle, identique au mécanisme américain. Dit autrement, on essaye de faire en sorte que des entreprises françaises qui savent qu'elles ont commis des actes de corruption et qui ne savent pas vraiment comment délier ce problème tout en étant prêtes à le régler avec la justice, qu'elles n'aillent pas uniquement voir le juge américain, qu'elles puissent venir voir le juge français. Notre objectif n'est absolument pas de limiter la lutte contre la corruption ou la lutte contre la rupture des embargos économiques, mais de faire en sorte que les entreprises sachent parfaitement ce qu'elles risquent et aussi, soyons clairs, que ce ne soit pas que la justice américaine qui vienne faire le shérif sur le sol français. Passons à notre second sujet ce matin sur la fiscalité. Les États-Unis ont annoncé leur souhait de fixer un taux minimal d'imposition des bénéfices des sociétés à 21% sur l'ensemble de leurs activités dans le monde. Depuis le début de la semaine, on entend que c'est une révolution. En est-ce une, Thomas Piketty ? Alors, il y a trois éléments dans ce qu'a annoncé. D'abord, aux États-Unis même, ils vont porter de 21 à 28% le taux d'imposition des bénéfices des sociétés. Ensuite, ils vont mettre un taux minimum de 21% dans leurs filiales à l'étranger.
donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en Irlande actuellement c'est 12% le taux. Et bien les États-Unis vont dire unilatéralement, nous on prélève 9% de plus sur les filiales installées en Irlande. Et il y a la troisième point, mais ça c'est une discussion, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au niveau de l'OCDE une base commune d'imposition avec un taux de 21. C'est une sacrée nouvelle. Le point important, moi le point le plus important c'est la deuxième mesure, c'est-à-dire que les États-Unis unilatéralement disent attendez, avant même qu'on se mette d'accord sur l'OCDE, nous on prélève ce qui est en trop. Et là vraiment le point important c'est, je pense que la France devrait faire la même chose, c'est-à-dire que la France devrait dire écoutez, nous si on a des filiales en Irlande qui on paye 12, eh bien on fait comme les États-Unis, on prélève 9 en plus. Parce que si on attend à nouveau l'unanimité en Europe, comment voulez-vous que l'Irlande dise ah tiens oui, on augmentait de 12 à 21. Et donc d'ailleurs la proposition française, Bruno Le Maire l'a encore dit hier, c'était quoi? C'était de dire ah nous 12 on trouve ça bien comme taux minimal. Bah oui évidemment c'est le taux de l'Irlande, comme ça change rien. Donc vous voyez un peu le niveau d'ambition. Mais c'est donc là la France est complètement à contre-courant par rapport à l'ambition qui vient des États-Unis, qui reste insuffisante à terme. Il y aurait plein de plus que 21% si c'est le taux final. Il y a quand même un acte politique fort là. Il y a un acte fort et ça je pense que là il faut absolument que la France fasse la même chose, c'est-à-dire dise dans 6 mois, s'il n'y a pas d'accord en Europe pour monter à 21, nous on prélève directement sur les filiales à l'étranger, comme va le faire les États-Unis. Dominique Seux. C'est un renversement de tendance historique à la fois par rapport à Donald Trump et par rapport à l'histoire américaine depuis un certain temps. Et on sait bien que quand les États-Unis veulent quelque chose, parce qu'on a un exemple très précis, quand les États-Unis veulent quelque chose, généralement ça se traduit dans les faits. L'exemple, c'est évidemment ce qui s'est passé en 2008-2010, quand Barack Obama a dit à la Suisse, écoutez les amis, vous êtes bien sympathiques, mais le secret bancaire, c'est terminé. Il y a eu des conséquences. Avant, et l'Europe qui depuis, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui disait les paradis fiscaux, c'est fini. Mais il en avait envie, mais la France n'avait évidemment pas les moyens à elle toute seule. Et en fait, ça s'est passé. Et la preuve, ça s'est passé. Et donc, les États-Unis ont un levier considérable. Voilà, je fais avec une courte vidéo en résumé un petit peu de la réalité, que ce soit du point de vue de la lutte contre les paradis fiscaux, de la lutte contre la corruption et de la capacité en Occident de faire en sorte que les entreprises d'origine occidentale, ou en tout cas américaine, ne se croient pas au-dessus de tout et hors sol, et donc participent de manière assez raisonnable à l'effort commun, ou en tout cas au financement des infrastructures et des institutions d'un État. On le voit que dans ces trois choses, c'est les États-Unis qui sont en tête, contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias, en tout cas en France, qui sont souvent anti-américains, même à l'université, mais qui, vous voyez, peut-être ces informations, vous ne les voyez pas souvent en tant que Français, ou jamais, vous ne les avez pas compris. Quand on est obligé de les dire parce qu'elles sont vraies, on les dit succinctement. 1% du temps, et puis 99% du temps, on noie le poisson en prétendant que les États-Unis ne font pas assez pour camoufler le fait que c'est faux, c'est elles qui font. Donc sur le plan de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les paradis fiscaux, en tout cas pour leurs propres ressortissants, mais même si c'est que pour leurs propres ressortissants, c'est-à-dire les Américains à l'extérieur de leur territoire, même si c'est que pour ça, ils montrent l'exemple. Donc la corruption 1976, où on se fout de leur gueule, paradis fiscaux avec Obama, et puis leur capacité de réfléchir correctement. Alors après, le taux d'imposition, ça c'est une question, ça c'est plus technique. Mais
donc leur cohérence, leur désir de cohérence sociale et sur le courage de poser des actes politiques plutôt que de laisser aller les choses. À quoi sert un État ou des élus qui laissent aller les choses, comme en France, par exemple, et qui mettent la culpabilité sur l'Union européenne quand ils ne sont pas capables, l'administration et les politiques français ou les pontes de la haute administration qui ne sont pas capables de faire avancer les choses. À quoi ça sert de montrer du doigt l'Union européenne? Je ne dis pas que je suis pour l'Union européenne ni contre. Mais je dis à un moment donné, il y a quelqu'un ou une entité, c'est-à-dire les États-Unis, qui font les choses, et on fait croire en France qu'ils sont ceux qui défont les choses, parce que on ne donne pas les véritables informations sur certains points. Peut-être parce qu'on a honte de notre incapacité ou je sais pas quoi, mais on ne donne pas les véritables informations de manière claire aux citoyens. Voilà. Voilà. Pour défendre véritablement les institutions et notre idéal citoyennisme issu des Lumières, quelque part, mais on ne peut pas défendre ces choses-là. C'est peut-être embêtant pour ceux qui sont pour le jouir sans entrave, mais on ne peut pas défendre ces choses-là si on ne lutte pas contre la corruption, si on ne lutte pas au mieux contre, en tout cas, que ses propres ressortissants abusent des paradis fiscaux, et on ne peut pas promouvoir ces choses, je ne sais pas si je dis lutter, mais enfin, promouvoir ces choses. Troisièmement, si on n'est pas capable pas parce qu'on veut être méchant, mais de faire comprendre à certains que dans la vie on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, au moins en tout cas totalement avec soi, et qu'il doit y avoir des règles qui sont respectées et un réalisme et une rationalité à défendre et maintenir pour tous. Hein. Ne pas croire qu'on peut se servir du manque de réglementation pour que certains, là c'est pour le troisième point, les grandes entreprises puissent croire qu'elles sont hors sol quelque part, hein, profiter finalement du moins-disant social. Et je ne dis pas que je suis socialiste, c'est pas la question. Là c'est aujourd'hui, je parle de ce sujet-là, dans le troisième point, par rapport à la fiscalité. Donc, profiter du moins-disant social sans avoir des convictions derrière ça. C'est ça qui est indigne. Aller dans un pays parce que la fiscalité est moindre, alors qu'en même temps, peut-être ce pays défend moins les droits et les libertés fondamentales, ou ne s'engage pas et ou n'investit pas pour la défense des droits et libertés fondamentales, autant que d'autres pays, mais d'aller quand même tout de même mettre je ne me rappelle plus le terme, le siège de son entreprise à cet endroit-là, parce que la fiscalité est moindre que dans certains pays qui, eux, pourtant, se mobilisent, mettent de l'énergie pour maintenir les droits et libertés fondamentaux dans le monde, ben, ces entreprises-là, voilà.
Est-ce que les personnes, les dirigeants de ces entreprises-là, c'est tout à fait justifié qu'elles puissent bénéficier en retour dans leur propre pays où il n'y a pas le siège de leur entreprise, il n'y a pas leur entreprise, de ces libertés et droits fondamentaux? Ben, la question se pose. Pour résumer, est-ce que c'est normal qu'une personne aille dans un pays où on ne défend pas les droits et libertés fondamentaux, les droits et libertés fondamentaux, les principes fondamentaux, ou moins que d'autres pays, mais que ces personnes-là n'hésitent pas à le faire, puis par contre vivre eux-mêmes dans un pays voilà, où on met en avant ces choses. Et donc se garantir en même temps une liberté, et puis en même temps avoir beaucoup d'argent ou plus d'argent que si elles n'avaient pas fait ça, venant de leur siège social qui est venant de pays, siège social ou entreprise, venant de pays moins disant, on ne va pas parler socialement là, mais moins disant par rapport à l'intérêt des droits et libertés fondamentaux, mais eux, par contre, vivent dans leur propre pays, qui, eux, mettent les droits et libertés fondamentaux en avant de manière assez poussée, et que leur propre pays dépense beaucoup d'énergie ou d'argent ou de temps à penser à la défense des droits et libertés fondamentales. On voit qu'il y a un problème. Il y a un problème moral. Alors on dit oui, mais la moralité, oui, mais le problème, c'est que la personne, elle, profite de leur pays qui défendent les droits et libertés fondamentaux et qui peut-être mettent plus d'énergie, donc ou qui défendent ou qui mettent plus d'énergie, plus que les pays où ils ont leur entreprise ou leur siège social. Voilà. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est une courte réflexion. Mais voilà, je pense que c'est à chacun à réfléchir à ces choses. C'est à soi-même aussi de voir ce qui nous importe avant tout. Est-ce que c'est le pognon, faire le plus de pognon possible, coûte que coûte, hein, même si parfois c'est de manière détournée en trompant des aides européennes ou fiscales ou etc. Mais ça se voit pas. Mais après de dire oh là là, je suis pour les droits et libertés fondamentaux, pour les défendre, etc. Et à un moment donné, le réel se rappelle à nous et nous dit clairement, tu es pour la liberté, donc pour la défense des principes fondamentaux, donc des droits et libertés fondamentaux. Tu dois être contre la corruption. C'est quoi le deuxième point? Tu dois être donc contre les paradis fiscaux. Ou en tout cas pour tes propres ressortissants. Ou la corruption fiscale, je ne sais pas comment dire, la traîtrise fiscale, je ne sais pas comment dire. Donc contre la corruption, contre le fait que tes concitoyens qui profitent de ton travail et des infrastructures, etc., veulent en profiter tout en payant pas les impôts comme ils devraient les payer, donc contre la corruption, contre l'exil, pas l'exil fiscal, mais la corruption fiscale pour aller vite de tes concitoyens. Donc, contre la corruption, contre la corruption fiscale, corruption générale, corruption fiscale. Et troisièmement, et tout ça c'est lié d'ailleurs, et troisièmement, pour que la corruption morale, on pourrait dire, quand des personnes prétendent que les principes fondamentaux
sont importants pour eux, dans le fait qu'ils mettent dans leur entreprise ou leur siège social dans des pays qui se soucient peu ou qui se sont souciés peu ou ont investi peu dans l'histoire présentement et dans le futur non plus ne se soucient peu d'investir pour la défense des principes fondamentaux, donc des droits et libertés fondamentales, mais qui en même temps, ces gens-là, sont dans un pays qui se soucient de ces choses, qui investissent pour ces choses, et donc peuvent profiter des droits et des libertés, et qui leur permettent de vivre dans un pays où il n'y a pas de mafia, par exemple, donc de vivre librement avec leur argent, tranquillement, alors que dans les faits, eux-mêmes s'en soucient peu, ou ils s'en soucient pas du tout, en mettant leur siège social ou leur entreprise dans d'autres pays que le leur, qui eux se soucient des droits et libertés fondamentales concrètement, et leurs pays qui veulent avancer avec les autres, peut-être dans une constitution commune par exemple, pour que les choses soient claires, et dans qu'on appelle ça un rapprochement des fiscalités qui pourrait être après, qui pourrait changer ensemble, hein. On appelle ça, j'ai perdu, j'en ai tellement parlé, même aux Gilets jaunes, il y a une époque, etc. Pas le rapprochement fiscal, mais il y a un terme. Bon, vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est une courte réflexion. Si vous n'avez pas compris, c'est que peut-être vous avez... Je l'ai fait rapidement. Il faut peut-être noter tous les points que j'ai dit. Mais parfois, quand je suis très très court, c'est plus compréhensible que je suis trop long. Donc voilà. Donc je répète une deuxième fois, un véritable démocrate et un contre la corruption. 2 contre le fait que leurs concitoyens cachent leurs magots, alors que l'État ne veut pas leur prendre tous leurs magots, hein, et cachent leurs magots pour ne pas payer ce qu'ils doivent dans des paradis fiscaux. Et 3, qu'à un moment donné, que les gens ne puissent pas se dire américains ou français ou autres, et pays qui prétendent défendre les principes fondamentaux, que des gens ne puissent pas se prétendre français ou américains ou autres, puis en même temps ne veulent pas payer ce qu'ils doivent dans leur propre pays, mais plutôt pour cela, pour ne pas payer ce qu'ils doivent, payer, donner de l'argent à d'autres pays qui défendent sur la scène internationale moins ces principes fondamentaux, ces droits et libertés fondamentales, tout en eux-mêmes voulant en profiter au maximum. Il y a quelque chose de déloyal, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, comme vous voyez, les États-Unis, contrairement à ce qu'on dit en France, surtout, hein, ne sont pas à la remorque, mais à la pointe de ces choses-là. Et la France est plutôt à la remorque. Enfin, c'est pas plutôt, et clairement. Hein. Je pense à la France et je souhaitais qu'elle fasse avancer les choses. Quand elle n'a pas voulu faire la guerre en Irak, mais elle a eu raison, c'est un mensonge. Quand 85% dans le monde entier soutenaient les Français parce qu'ils n'avaient pas voulu faire la guerre en Irak avec les bisbis qu'il y avait à l'ONU, entre Bush et la France et l'Angleterre, bon, les faux rapports américains et anglais pour faire la guerre en Irak, la France qui ne veut pas y aller, 85% dans le monde finalement avaient des drapeaux français qu'ils agitaient partout, qui soutenaient la France. Qu'a fait la France à ce moment-là? C'était une époque énorme. Hein, la guerre en Irak, la France n'a pas voulu le faire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de cette popularité, hein? Immense, considérable. Je ne parle pas pour faire une armée comme les États-Unis. Avec cette influence, elle aurait pu au moins, même si c'est plus 85% par la suite qu'ils auraient soutenu, mais avec
un nombre considérable de personnes par tout le monde de soutenir un projet tel que, par exemple, les États-Unis l'affirment et le mettent en avant, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, etc. Tout ce que je vous ai dit. Hein, c'était énorme. La France prétendait mettre des valeurs multilatéralisme, latéral, etc. Mais multilatéral ou unilatéral, ça ne change pas dans le fait qu'il faut lutter contre la corruption, contre les paradis fiscaux, pour ses propres concitoyens, au moins, et ceux qui défendent les mêmes valeurs, et faire en sorte que, voilà, que certains n'abusent pas de l'énergie des peuples qui se dépensent déjà dans leurs institutions, etc., par leurs impôts à la défense des droits et libertés fondamentaux, en mettant son argent ailleurs pour payer moins d'impôts, mais en même temps de profiter de ces valeurs que défend son propre pays. Et profiter de son pays et de ses habitants, quelque part, hein, qui font les infrastructures, etc. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne va plus. Voilà. Donc, j'espère que cette réflexion vous aidera, mais on est au cœur, là. On est au cœur, déjà, de la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? C'est ça. Et aussi, on est au cœur d'un mensonge, quelque part, je dirais, en tout cas en France, qui est assez courant, de prétendre des choses qui ne sont pas par rapport aux États-Unis, et de prétendre des choses qui ne sont pas non plus par rapport à la France, et là, c'est-à-dire de côté positif, et qui en fait ne sont pas positifs, ces côtés-là de la France. Voilà. Réflexion. Vous réfléchissez sur ce que je viens de dire. Maintenant, si vous voulez que je le fasse de manière plus claire, je le ferai, mais j'aime pas prendre les gens pour des bébés ou des enfants. Donc je peux le faire de manière conférencière, posée, etc. Mais on doit être au service des uns des autres. Et certainement pas certains, voilà, être des souris de la pensée, c'est-à-dire, hop, je fais clic, comme le clic avec l'ordinateur d'une souris, là, tac, tac, je veux obtenir une réflexion de quelqu'un posé, qui me flatte quelque part, parce qu'en plus, il en parle bien, parce qu'il me considère, non, les choses importantes, elles sont importantes pour chacun d'entre nous, c'est à nous de les travailler, chacun, personne ne peut le faire à la place de personne, donc, si vous pensez que cette réflexion n'est pas assez clair, vous me le dites, je le ferai de manière conférencière, mais ça aura été à votre demande. Voilà. Allez, bon courage et réfléchissez à tout ça.